L'essor de la presse indépendante et alternative s'explique par la volonté des Français de trouver une information émancipée et non alignée, une actualité dissidente et non uniformisée, une parole non biaisée, non standardisée, en un mot, libre. En 2023, avec ses 3 émissions quotidiennes ou davantage, TVL a consolidé son statut de première chaîne alternative de France en abordant des sujets traités nulle part ailleurs, en accueillant des invités entendus nulle part ailleurs et en offrant des analyses interdites partout ailleurs. TVL vous libère des chaînes dans lesquelles ils veulent nous conditionner, vous emprisonner. En 2023, TVL a poursuivi son plan de rigueur par des économies drastiques. Ce travail, cet investissement, cette liberté éditoriale ne peuvent aboutir durablement sans votre soutien individuel. Je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 494 d'Immédiat, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur les tentatives de sauvetage de Valérie Hayer, qui patine aux européennes avec les interventions du Premier ministre et même du Président de la République. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à CNews, qui devient la première chaîne d'information de France devant BFM TV. Nous n'oublierons pas les habituelles pastilles de l'info. Le portrait piquant du jour, quant à lui, sera consacré à Stéphane Bern, le plus royaliste homme des médias. N'oubliez pas, pour soutenir l'information alternative de qualité qui vous est proposée par TV Liberté, d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner ou de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. C'est parti pour le Immédiat numéro 494. Ce n'est pas le temps qui est pourri, c'est le régime. En voici une nouvelle preuve. L'Arcom, le régulateur des médias, vient de nommer un nouveau directeur général, Alban de Nervaux. Bonjour les conflits d'intérêts. Sa femme est la directrice du think tank Destin commun qui prépare l'installation de foyers de clandestins dans les campagnes, grâce aux subventions à hauteur de 1,5 million du groupe de Soros. Ce n'est pas tout. C'est le Conseil d'État qui est chargé des recours contre les décisions de l'Arcom. Or, Alban de Soros vient lui-même du Conseil d'État. C'est donc entre collègues, entre camarades, entre soi, que les affaires vont se régler. L'Arcom va ainsi pouvoir poursuivre en toute impunité son œuvre non de régulation, mais de restriction de la communication. L'image de la semaine, ce sont les élections européennes. Il faut sauver le soldat Hayer. Et oui, comme le rapporte ici le Figaro, Valérie Hayer est au plus bas dans les sondages, quelques jours avant les élections européennes. Pas étonnant quand on voit les prestations de la candidate et les résultats politiques du gouvernement. Alors que Macron était censé être le Mozart de la finance, eh bien, l'agence Standard & Poor's dégrade encore la note de la France de AA à AA-. Pourtant, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se targue d'avoir sauvé les finances françaises. Écoutez son intervention sur BFM TV. Autrement dit, le fait que le gouvernement a assez peu de soutien. Ah, donc c'est de la faute des autres Non, si vous êtes, pas du tout. Si vous êtes dégradé. Je lis la vie. Ouais. Moi, je prends toutes mes responsabilités. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. J'ai sauvé l'économie française. Que pensez-vous de cette auto-congratulation de Bruno Le Maire ? Je ne sais pas si Macron est le Mozart de la finance, le Maire est le Stockhausen de la dette. Alors il a créé, le Maire, c'est quand même absolument fascinant et inquiétant, il a créé 750 milliards d'euros de dette depuis qu'il est ministre des Finances.
et il a publié 6 livres. Il a le temps d'écrire des livres tout en étant ministre des Finances. C'est-à-dire qu'à chaque livre de Le Maire qui sort, la dette s'alourdit de 125 milliards d'euros. C'est une folie financière. On comprend que ça devrait inquiéter un petit peu l'opinion publique. Mais en tous les cas, vu la situation désastreuse du pouvoir, eh bien, le gouvernement envoie l'artillerie lourde en mobilisant le Premier ministre et le Président de la République pour sauver la campagne des Européennes. D'abord avec Gabriel Attal qui a rejoint un débat alors qu'il n'était même pas invité. Regardez. Bon, j'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Monsieur le Premier Bonjour. ministre. Salut Gabriel. Ça va, tu vas bien? Très bien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à C'est l'instant. complètement imprévu. Hein. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble. Oui, le Premier ministre Gabriel Attal a fait irruption dans l'auditorium de la Maison de la Radio pour défendre la candidature de Valérie Ayer en disant « Il faut se mobiliser pour les listes qui sont pro-européennes », dit-il. Alors, cette attitude a suscité des réactions indignées, y compris au sein du système. Invisibilisation, accusation de manspreading. Jean-Yves, qu'en pensez-vous? C'est assez drôle. Les arguments se retournent toujours contre ceux qui les lancent. Et la révolution mange ses enfants. La révolution gaucho-féministe va finir par manger ses propres enfants. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a dans les milieux féministes, dans les milieux de femmes de pouvoir, une certaine critique quant à l'environnement de Macron et d'Attal, qui est, allez savoir pourquoi, plutôt un environnement d'hommes dont les femmes sont assez souvent exclues, c'est vrai. Mais autre ingérence dans la campagne des Européennes, c'est Macron lui-même qui prend la parole, mais la tactique ne fonctionne pas vraiment. Comme le souligne Le Figaro, Emmanuel Macron est accusé de réquisitionner le JT. On voit le président qui s'impose pour sauver le soldat Ayer qui coule. Et assez logiquement, cette intervention qui aura donc lieu ce soir, eh bien, sur TF1 et France 2, sera décomptée par l'Arcom comme du temps de parole, en fait, macroniste. En partie, oui. Dans la partie qui pourra être rattachée aux européennes, alors que Macron parlera sûrement d'autre chose, de politique internationale. C'est un peu un mélange, Macron, de Narcisse et de Docteur Folamour, quoi. Il aime à se regarder lui-même sur fond de missiles. Mais quelle est votre interprétation, vous, de ces interventions attaliennes et jupitériennes pour sauver la campagne ailleurs? Je pense qu'elles opèrent surtout au bénéfice de la mobilisation des adversaires qu'ils ont eux-mêmes un peu promus. Et ils développent le réflexe anti-Macron. Ils mobilisent les adversaires de Macron et les adversaires d'Attal. Donc je pense que c'est vraiment... ils devraient craindre l'opération boomerang. Mais on a effectivement l'impression que Macron veut imposer aussi des thèmes de campagne en fixant les débats, notamment sur l'Ukraine, comme ça avait été le cas en 2022. Et en ceci, on a le président ukrainien, M. Zelensky, qui sera présent à l'Assemblée nationale ce vendredi. Et comme le souligne Manon Aubry des Insoumis, la ficelle est un petit peu grosse sur l'impact des élections européennes. Alors, Zelensky à l'Assemblée nationale, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est assez indécent. Dans tous les sens du terme. D'abord, c'est le protagoniste d'un pays en guerre qui s'adresse régulièrement aux assemblées de différents pays. Il s'adresse la veille ou l'avant-veille d'une élection. Donc c'est de fait une ingérence étrangère. On peut imaginer ce qu'on penserait si M. Poutine s'adressait... à l'Assemblée nationale ou au Sénat la veille de l'élection européenne, on dirait qu'il y a une ingérence russe. Et bien là, il y a une ingérence ukrainienne, alors voulue effectivement par le gouvernement. Alors, c'est un peu moins malhabile que la présence de Macron ce soir au JT, parce que, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner une élection ou ne pas trop la perdre? C'est quand on la place sur ses thèmes de prédilection. Il est évident que si c'est sur l'immigration ou sur la transition énergétique,
ça ne va pas jouer dans un sens favorable aux macroniens. Si ça revient sur l'Ukraine, comme sur l'Ukraine, il y a une obligation de penser conformément à la doxa, ça peut être plus favorable. C'est vrai qu'en 2022, Macron a été élu, et a été élu largement grâce à l'Ukraine, parce qu'il a exploité la guerre russo-ukrainienne ou otano-russe, et que personne ne peut dire autre chose. Il y a un interdit, il y a une atmosphère totalitaire sur ce sujet-là. Il n'y a pas une liberté, il y a une atmosphère totalitaire. On est obligé de penser de manière unilatérale. Et évidemment, comme la manière unilatérale dominante, c'est celle que Macron donne, ça peut lui être plus favorable. Donc je serais tenté de dire, le jeudi, sur le 20h, il risque de perdre parce qu'il va mobiliser cet adversaire. Et le vendredi, avec Zelensky, alors on va sans doute le voir ovationné par tout le monde. Et il suffira d'ailleurs de regarder la chaleur des applaudissements entre ceux, je vous l'indique tout de suite, entre ceux qui vont applaudir frénétiquement et ceux qui vont applaudir en tapant à peine dans les mains parce qu'ils se sentiront contraints de le faire. Regardez la séance, ce sera tout à fait intéressant. Après avoir vu les tentatives d'influence du camp macronien pour sauver la campagne de sa candidate, place au dossier du jour avec CNews qui devient la première chaîne d'info de France. C'est donc un petit séisme médiatique. Et oui, ces dernières semaines, CNews devient la première chaîne d'info de France au mois de mai, devant BFM, comme l'annonce ici un article du Figaro. Et naturellement, l'équipe de CNews, notamment dans l'édito de Pascal Praud, s'est félicitée de cette nouvelle avec humour. CNews est la première chaîne info durant le mois de mai. C'est une première et ce succès est largement commenté ce matin, notamment sur France Inter ou dans le quotidien Libération, qui ont trouvé les clés du succès de notre chaîne. Pour faire court, nous sommes le diable. Les procureurs accusent CNews et ses téléspectateurs d'être racistes, xénophobes, misogynes, complotistes, climato-sceptiques, etc. Ce qui est intéressant également, c'est de mettre en perspective ces chiffres sur toute une année, comme le fait ici le média Destination Télé. On voit que CNews est en augmentation à plus 0,6. BFM et LCI sont quant à eux en baisse. Et la chaîne de Bolloré gagne donc des parts de marché. Non seulement CNews domine BFM TV, mais il y a un an, à égalité avec LCI, elle est désormais à plus de 1,1%. Alors, pendant ce temps, BFM nous apprend à bien utiliser son papier toilette. Et comme le souligne avec humour l'écrivain Romain Guérin, les meilleurs se trouvent peut-être dans les kiosques à journaux. Alors Jean-Yves, avec ce reportage, on a peut-être un début d'élément de réponse, mais pourquoi CNews cette chaîne a-t-elle réussi à passer devant BFM ? Je crois que cette chaîne a réussi à passer devant BFM parce qu'elle dit des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Et qu'elle est beaucoup plus en phase avec l'opinion que les autres chaînes de télévision. Alors, il y a effectivement des études qui montrent que les gens qui regardent CNews votent plutôt pour le Rassemblement national ou pour Reconquête ou à la rigueur pour LR, beaucoup plus qu'à gauche. Et alors on pourrait dire, bah oui, ils regardent cette chaîne-là, donc ils sont influencés par cette chaîne-là. Je crois pas. Je crois qu'il y a une distorsion telle entre l'opinion, qui en gros, à droite, a au moins 50% et très largement nationale et identitaire, et qui n'est absolument pas représentée dans les autres grands médias, que ce soit des médias privés comme BFM ou comme TF1 ou les médias publics. Et donc, les gens, il y a un marché, en fait, il y a un marché qui est bien au-delà des 3%. Et d'ailleurs, quand CNews a démarré, ils étaient à moins de 1%, ils sont maintenant à 3%. Au départ, il y a eu des campagnes de boycott de la publicité, et la publicité est revenue, parce que malgré tout, elle suit le public. Et donc, il y a un public. Fondamentalement, il y a un public, et il y a un public bien au-delà des 3%. Et évidemment, l'ascension de CNews est un événement qui suscite des réactions médiatiques. Certaines sont amères et jalouses, à l'instar du journal anarcho-bancaire Libé qui titre « CNews, le sale air de la peur ». Et Jean-Yves Libé
sous perfusion d'argent public, 8 millions d'euros de subventions de la poche des Français, et qui a de moins en moins de lecteurs, doit jalouser un petit peu le succès populaire, entre guillemets, de CNews. Oui, alors Libé a peu de lecteurs, mais c'est pas un journal qui est destiné à avoir des lecteurs, c'est un journal qui est destiné à influencer les décideurs. Et Libération, qui effectivement a des ventes assez dérisoires, c'est pas pour rien que c'est toujours un oligarque à la tête de Libération, parce que c'est un média d'influence. Ils influencent les autres médias. Les journalistes de télévision, ils regardent Libération. Et même les partis politiques regardent Libération. Si Libération dit à propos de telle ou telle personnalité, y compris de LR ou du Rassemblement National, qu'elle est dangereuse, aussitôt Libération est écoutée. Donc Libération a un pouvoir d'influence bien au-delà le pouvoir d'influence qu'on veut bien lui accorder, bien sûr, ou que les faibles veulent bien lui accorder, mais Libération a un pouvoir d'influence bien au-delà de ce petit électorat. D'un certain point de vue, d'ailleurs, CNews a un pouvoir d'influence au-delà de ces 3% d'audience, parce qu'il touche les gens qui s'intéressent à la politique et les gens qui s'intéressent aux idées, les gens qui sont un peu plus actifs dans ce domaine-là. Donc l'importance est plus que proportionnelle aussi. Mais la question est également qui regarde CNews. Et le public de CNews, en fait, il est assez âgé, 64 ans en moyenne, comme le rapporte cet article du Parisien. Et concernant les orientations politiques, une étude relayée par Libération montre que c'est bien une télé considérée comme d'extrême droite, entre guillemets. En tout cas, ce sont plutôt les électeurs de Marine Le Pen, effectivement, qui regardent CNews. En effet, cette étude relayée par Libé, le chercheur en sciences politiques à l'Université de Californie, Julien Labarre, a publié le 16 janvier dans le Journal of Information Technology and Politics une étude dédiée à la chaîne du groupe Canal+. Et les résultats montrent que le public de CNews est largement considéré comme à l'extrême droite, comme je l'ai dit, dans l'expression de son vote, et il est aussi plus homogène, plus que ceux qui regardent les autres chaînes. En tout cas, cette information ne paraît pas très surprenante, mais que pensez-vous également du comparatif que fait ce chercheur entre CNews et Fox News, la chaîne américaine ? Je crois qu'il y a un élément, c'est assez légitime comme comparaison, c'est-à-dire ce sont des chaînes qui captent un public qui en a par-dessus la tête du politiquement correct et de la doxa. Et donc c'est un public effectivement qui conteste la doxa et qui se porte vers les médias qui sont pluralistes, parce que sur CNews, vous avez vraiment toutes les tendances qui s'expriment, sauf que vous avez aussi les tendances de droite. C'est ça le scandale. Mais en réalité, pour relativiser un petit peu les choses, la concurrence qui fait rage entre les chaînes d'infos se positionne sur un segment des parts de marché de l'audience assez minoritaire. Et oui, si on se polarise sur les chaînes d'infos, on constate que c'est moins de 8% du public, toutes cumulées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition globale avec les autres types de programmes. C'est ce que met en exergue cette infographie d'Orange. Et quand on va dans l'analyse, on débat en fait d'un épiphénomène. Car ce qui intéresse les Français, ce ne sont pas réellement les chaînes d'information en premier lieu. Selon Statista, ce que regardent les Français, c'est d'abord les comédies, les documentaires, les thrillers, la science-fiction, le sport et enfin, les informations. Jean-Yves, pourquoi les Français ont un tel désintérêt pour l'information ? Parce que c'est peut-être plus austère, même si on la scénarise. C'est plus austère que la fiction, c'est plus austère que la comédie, voire plus austère que le documentaire. Mais il faut voir que l'information, elle est regardée plutôt par les gens qui agissent. Donc c'est pas tout à fait équivalent au reste. Mais pour le reste, ceux qui formatent les esprits, beaucoup plus que l'information, c'est les séries, c'est les feuilletons où on met en évidence ce qu'on pourrait appeler le faux sel. Je vous donne un exemple. Dans la réalité quotidienne, beaucoup d'agressions sont commises par des étrangers ou des gens issus de l'immigration. Les attaques au couteau, tout ça, c'est ça. Dans les fictions, et notamment dans les fictions policières, le criminel, l'agresseur, le dealer est généralement un jeune Européen comme vous. Ah bon ? Voilà. Et donc, c'est le faux sel. Mais, et donc, quand on dit aux gens que
la délinquance croît, eh bien, s'ils regardent davantage les fictions policières ou autres, ou les thrillers, que les informations et les informations sur ces news, ils vont être persuadés que y a un problème avec la jeune génération en général. Pour les dealers, c'est vrai pour Louis Boyard. Oui, c'est vrai, il y a des exceptions, bien entendu. De surcroît, les Français regardent de moins en moins la télévision en général, surtout les jeunes, à tel point que selon le rapport de l'OCOM, les utilisateurs de 16 à 24 ans passent en moyenne 50 minutes par jour à regarder la télé, un chiffre en baisse de 2/3 par rapport aux années 2010. Et à l'inverse, les personnes âgées de plus de 65 ans regardent le petit écran pendant environ 6 heures par jour. Et c'est un phénomène qui ne touche pas que les chaînes d'infos. Cette baisse, globalement, même les JT sont en perte de vitesse en 10 ans. Entre 2010 et 2020, par exemple, le JT de TF1 qui était à plus de 8 millions de téléspectateurs est aujourd'hui aux alentours de 5 millions. Comment expliquer cette baisse? Les gens n'ont plus confiance dans le système ou alors ils consomment aussi l'information autrement? Je pense qu'ils consomment autrement, qu'ils regardent autrement. Le temps est malgré tout pas infini. Et donc, si vous allez passer plus de temps sur le téléphone, les réseaux, les plateformes, vous passez un peu moins de temps sur les JT. Bon, ceci étant, si vous voulez, là aussi, il faut toujours relativiser. Quand vous avez quand même encore 10 millions de personnes qui regardent le JT de France 2 et le JT de TF1, si vous ajoutez les JT d'M6, de France 3, etc., vous arrivez quand même encore à pratiquement 15 millions de personnes, ce qui est évidemment considérable et plus considérable que ce qui peut être les chaînes d'infos. Il faut toujours relativiser les chiffres. D'accord. Il faut les relativiser doublement, à la fois les uns par rapport aux autres, et puis qui regarde et qui agit derrière. Voilà. Après avoir analysé le phénomène de l'ascension de CNews comme première chaîne d'info de France, place aux pastilles de l'info. Première pastille, c'était un décryptage, plusieurs attentats en Allemagne. Vendredi 31 mai, un islamiste avait blessé à coups de couteau plusieurs personnes dans la ville de Mannheim et au sud-ouest de l'Allemagne en marge d'un rassemblement contre l'islamisation. Et ce mardi, on a assisté à une autre attaque au couteau en Allemagne à quelques jours d'intervalle. Et tenez-vous bien, dans la même ville, comme le relais BFM TV. Et lors de l'attentat de vendredi dernier, on note plusieurs faits marquants. D'abord, l'image qui avait frappé les esprits était celle du policier s'en prenant aux militants nationalistes plutôt qu'à l'assaillant islamiste. Et cette image était assez représentative de la situation en Europe avec le système contre son peuple. Mais en réalité, dans la confusion, le passant sur lequel s'est jeté le policier s'était lui-même trompé de cible. Et c'est d'ailleurs ce qu'explique Laurent Oberton, qui rétablit un petit peu la mémoire du policier qui avait subi le courroux des internautes. Sur l'attaque de Mannheim, il faut rendre la justice au policier gravement blessé. Aujourd'hui, on apprend qu'il est décédé. Oui. Lui et ses collègues interviennent à main nue sur ce qui ressemble à une bagarre. Dans la confusion, l'homme en bleu que le policier plaque au sol ne s'en prend pas au terroriste, mais à un homme qui cherchait à le maîtriser. Alors, autre élément qui m'a marqué, on voit une policière sur la scène d'intervention qui part en courant, tout simplement. Et c'est quand même pas très rassurant quand on nous dit qu'il faut compter sur la police pour nous défendre. Il y a des faiblesses. Et un autre élément dans cette affaire, c'est son traitement médiatique. On en vient quasiment à une justification de l'attaque, car l'assaillant s'en est pris à la fameuse extrême droite. Et on le voit bien dans ces titres. L'Allemagne, plusieurs personnes blessées par un homme lors d'une manifestation d'extrême droite, ou encore l'article du Parisien, comme vous le relevez sur votre compte X, qui fait un portrait à charge contre le lanceur d'alerte allemand, contre l'islamisme, légitimant l'attentat commis contre lui. Jean-Yves, on aurait des meurtres justifiables selon le système? Ah bah oui, là, ils s'en sont pris à des méchants, donc faut les comprendre. Quoi, oui. Voilà, hein. C'est vraiment de l'inversion accusatoire. Il y a à la fois l'occultation, parce que quand vous lisez il y a des personnes blessées lors d'une manifestation d'extrême droite, vous pensez que c'est l'extrême droite qui a blessé tout ce petit monde. C'est ça, implicitement, ce qu'on comprend. Et puis, le Parisien va un peu plus loin dans la version accusatoire en disant, en gros, le militant anti-islam, il l'avait quand même bien cherché, quoi. Voilà. C'est ça le thème. Je rappelle, le Parisien, propriété du milliardaire Bernard Arnault, LVMH, c'est
systématique dirigée par sa fille, elle-même mariée à Niel, magnat du politiquement correct et des médias. Voilà, faut toujours penser à ça quand on pense Parisien, Vuitton. Deuxième pastille, c'est la novlangue. Il vole une voiture à 14 ans et tue quelqu'un. Comme le rapporte ici F. de Souche, Clamart, à 14 ans, il a volé une voiture à 3 h du matin et tue un autre automobiliste après une course-poursuite avec la police. Alors cette affaire rappelle un peu celle de Naël. On pourrait penser qu'il aurait fallu l'arrêter de la même manière. Sans doute. Il y a beaucoup plus de victimes. Il faudrait en établir la statistique. Mais il y a beaucoup plus de victimes d'accidents de voiture de la part de gens qui font des rodéos ou qui font des délits de fuite que de victimes arrêtées par la police comme l'a été Naël. C'est-à-dire pour un Naël, il y a 10 innocents ou 20 innocents qui meurent dans des accidents. C'est ça la réalité. Et sur une autre affaire du genre, cette fois à La Rochelle ce mercredi, les médias ont l'habitude, comme le souligne l'Observatoire du journalisme, d'effacer l'auteur des faits dans leurs articles et de parler, par exemple, de la voiture qui percute, comme si c'était le couteau fou en Allemagne qui avait tué les passants. Jean-Yves, que pensez-vous de ces méthodes d'occultation où on parle du moyen plutôt que de celui qui agit ? Ça marche. Ça marche, puisque le lecteur rapide, il ne sait pas qui est derrière, et le lecteur ou le réinformateur, il doit chercher l'information, et quand il la trouve, l'affaire est sortie de la grande visibilité médiatique. Donc c'est efficace. C'est une méthode de manipulation efficace. Troisième pastille, top ou flop, est-ce que Gérard Depardieu a été blanchi dans l'affaire qui l'oppose à Complément d'enquête ? L'acteur qui joue Obélix avait subi le courroux populaire et bien sûr médiatique, parce qu'on a considéré qu'il avait tenu des propos pédophiles, qui étaient certes des propos très limites, mais en tout cas c'était surtout une histoire de montage aussi qui aurait été problématique, où on nous aurait fait tenir des propos à un moment donné, en collant d'autres images dessus. Et à ce sujet, les journalistes du JDD déclarent « La star obtient gain de cause face à Complément d'enquête » et les journalistes de CNews, quant à eux, prévoient de gros ennuis judiciaires pour France Télé. La suite, c'est qu'ils vont tous être... ils sont contraints de nous donner les rushs, donc ils ne nous les donneront jamais. Moi, c'est ce que je pense, puisque s'ils nous les donnent, ils établissent leur culpabilité. Et donc, comme ils ne nous les donneront pas, ils seront condamnés par le tribunal correctionnel pour montage illicite. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que non seulement Anthony Dufour va être condamné, lui, qui était le producteur, mais également le télédiffuseur. Jean-Yves, quelle est votre analyse de ce prisme médiatique ? Alors, le cas de Depardieu est exemplaire et c'est poussé à la limite l'ensemble des manipulations dans les grandes enquêtes, les grands documentaires type Complément d'enquête ou Envoyé spécial. C'est pas mal ça comme titre. C'est-à-dire qu'on prend des dizaines d'heures, on filme des dizaines d'heures et on raboute pour faire passer un message. C'est la méthode systématique. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait, mais de manière encore plus grossière, semble-t-il, puisqu'ils ont plaqué les propos un peu grivois, pour ne pas dire davantage, de Depardieu sur des images d'une jeune fille à Poney. Il n'y a pas manifestement, du moins c'est la thèse des défenseurs de Depardieu, c'est pour ça qu'ils demandent les roches, les coupures. Les deux moments ne sont pas très cohérents entre eux. Voilà. Mais c'est classique. Je veux dire, c'est classique. C'est les méthodes. On filme des heures et après on raboute pour démontrer ce qu'on veut démontrer. On arrive déjà au terme de ce immédiat numéro 494. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la commenter parce qu'on lit vos commentaires, de vous abonner et de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. On ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour consacré à Stéphane Bern, le plus royaliste homme des médias. Est-ce que c'est également autre chose, Stéphane Bern ? Écoutez, le portrait est un peu mi-figue, mi-raisin.
Personnellement, j'aurais été plus indulgent avec Stéphane Bern, parce que je pense qu'il fait un travail formidable de transmission de la mémoire historique française et de protection du patrimoine. Donc j'aurais été un peu plus indulgent que Claude Cholet. Mais ça n'est pas le plus conformiste également. Vous n'êtes pas d'accord avec Claude pour une fois. Pour une fois, je ne suis pas totalement d'accord avec Claude, absolument. C'est parti pour le portrait piquant du jour. Parlons paillettes et patrimoine avec Stéphane Bern. Celui qui se définit lui-même comme un juif de cour est né en 1963 à Lyon d'un père français et d'une mère luxembourgeoise. Diplômé de l'école de commerce de Lyon, le jeune Stéphane n'a pas d'appétence pour le monde des affaires et se dirige vers le journalisme en prenant, à 22 ans, le poste de rédacteur en chef de Dynastie, le, ouvrez les guillemets, magazine des grandes familles. Puis ce sera Voici en 1987 et Jour de France comme grand reporter. Ensuite, les choses s'accélèrent. Une chronique sur les familles royales sur Europe 1, les grosses têtes sur RTL, l'animation de l'émission Célébrité sur TF1. Rentré au Figaro comme rédacteur en chef adjoint de Madame Figaro, il produit aussi l'émission Le Fou du Roi sur France Inter. Sans oublier Canal+, avec Samedi Pétante, puis France 2 ou France 3 avec le lauréat de l'histoire. Les têtes couronnées ne manquent pas dans le tableau. Il suivra le mariage du prince William en 2011 ou les 60 ans de règne de la reine Elisabeth II l'année suivante. Il entame alors une carrière à la télévision autour de la défense du patrimoine, une flopée d'émissions. Le village préféré des Français, les monuments préférés des Français, visite privée, le tout sur France 2. Il rejoint au même moment l'équipe de Paris Match. En 2013, il prend parti pour le mariage pour tous en signant un manifeste dans le Nouvel Observateur à rebours de ses convictions royalistes. Gay revendiqué, il exclut de se marier, affirmant qu'il a le droit à l'indifférence. En janvier 2016, dans Libération, il soutient l'immigration de masse. Je cite « J'ai traversé la Lozère et l'Ardèche. Tout est à vendre, les villages sont déserts. On ne trouve plus de métier. Les migrants seraient une chance et remettraient de l'économie et du tissu social. » Fin de citation. Le 17 avril 2017, il est annoncé parmi les personnalités invitées au meeting d'Emmanuel Macron. Le 9 mai suivant, il fait une mise au point. Macron compte parmi ses amis, mais par respect de la neutralité du service public, il n'est jamais allé à ces meetings. En septembre 2017, il est choisi par Emmanuel Macron pour identifier de nouveaux moyens d'entretenir le patrimoine. Après avoir proposé de faire payer l'entrée des cathédrales et s'être attiré une volée de bois vert, il met en route un loto du patrimoine. La première édition recueille 20 millions d'euros avec 269 monuments aidés. Il se définit ainsi dans le Quotidien le 11 décembre 2006. Je cite « Il y a deux formes de rébellion. Celle qui consiste à lutter en dehors du système, mais il y a une perte d'énergie. Je trouve plus fort d'être à l'intérieur de ces systèmes et d'en dénoncer les dérives. Et moi j'ai une méthode. Mettre les rieurs de mon côté, mettre plein phare. Vous êtes dans un joli monde et tout à coup, vous allumez la lumière. C'est beaucoup moins flatteur, c'est vrai. Je ne veux pas être complice. J'ai envie d'être un citoyen engagé parce que ce monde est pathétique et ridicule. Fin de citation. Entre paillettes royales et conformisme idéologique, le sympathique Stéphane Bern est un produit de son temps. Un peu clown, un peu artiste. Il est plus attaché aux monuments qu'aux Français et aux Européens dont ils sont les œuvres. L'ami de Brigitte Bacon navigue à vue, mélangeant élan sincère et opinion conformiste. De quoi alimenter une carrière qu'il peut considérer comme réussite avec peut-être quelques regrets.